c'est un atelier que j'occupe depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai pas repeint ce mur d'ailleurs depuis que je suis ici. Donc il y a à peu près toute la palette là écoulée sur le mur. Ça fait presque une peinture autonome. Bonjour à tous, moi c'est Marion. J'ai la chance d'avoir visité l'atelier du peintre Marc Desgrandchamps aujourd'hui et je suis très fière de la partager avec le plus grand nombre. Pendant 2 heures, nous avons discuté, échangé et interprété certaines toiles présentes de l'atelier. Il s'agit d'une longue conversation autour de l'art qui se transformera pour moi en souvenir que j'immortalise au travers de cette vidéo. Je visite l'atelier au moment où des travaux sont en cours sur la façade du bâtiment. Peut-être que la lumière n'est pas comme à son habitude, mais ça ne fait rien, Marc Desgrandchamps peint à la lumière électrique la plupart du temps. Mais à certaines saisons, il peut y avoir parfois le matin une assez belle lumière traversant. C'est plutôt au printemps. Parce qu'on dit souvent que la lumière c'est très important pour les peintres. Exact. Alors, on peut être sensible à la lumière si tu veux. Moi c'est mon cas, je suis quand même très sensible aux lumières telles qu'elles sont. C'est ce que j'essaye de retenir aussi parfois dans mes tableaux. Mais on peut être sensible à la lumière puis travailler, je dirais pas dans une cave, mais dans un lieu qui est pas forcément si confortable que ça, voilà, s'y adapter. Marc ne fait pas partie de ces artistes qui délivrent un message clair et unique. Au contraire, sa peinture laisse libre champ aux interprétations de chacun. Bon, c'est une interprétation très très personnelle de mes tableaux, hein. C'est pas du tout. Je me permets de les interpréter, mais c'est pas du tout le discours officiel sur le tableau. De toute façon, il n'y a pas de discours officiel. Mais moi, j'aime bien des fois dans l'après-coup relier des fois des choses que j'avais pas perçues au départ, ou que même surgissent de la toile des choses que j'avais pas du tout envisagées. Ce qui fait qu'à un moment donné, la peinture existe en elle-même et que, en tant qu'objet autonome, on peut être en interaction avec elle. C'est ce que j'appelle les cryptomorphes, c'est-à-dire des figures que tu n'as pas vues mais qui surgissent. Tu écoutes de la musique pendant que tu peins? Alors j'écoute de la musique, j'écoute la radio aussi souvent, mais j'écoute beaucoup de musique, ouais. Bon, ça dépend aussi des périodes, mais c'est vrai qu'il y a une accumulation de CD ici. Effectivement, il y en a beaucoup. T'écoutes quoi en ce moment? Ah, j'écoute jamais rien très précisément. Ah, j'écoutais le dernier disque que j'écoutais. Il faut voir ceux qui sont en haut des piles. Oui, en fait. Pharoah Sanders. Voilà. Un jazzman, un grand jazzman. C'est à la fois free, spirituel. Moi, j'aime beaucoup. Et là, disons que c'est plutôt un fond, en fait. C'est un fond plutôt abstrait, là, pour ce qui va advenir ensuite. Et dont j'ai pas encore une idée très claire non plus. Donc, je pense que ça se voit aussi par rapport au fond, qui n'est pas très très clair pour l'instant. Oui, effectivement. mais on espère que ça va se clarifier dans les jours ou les semaines à venir. Voilà. Enfin, moi, je l'espère en tout cas. Oui. Alors là, on la voit encore assez bien puisqu'on voit effectivement juste la tête là qui émerge, mais je pense qu'on la verra moins dans l'état final du tableau. Elle sera pas effacée parce qu'elle sera toujours là, mais elle sera certainement recouverte par d'autres formes. Cette peinture-là, c'est de la faire évoluer vers ça, mais en me concentrant sur la figure centrale là, qui est celle-ci. Parce que finalement, je trouve que cette figure-là déconcentre un peu. Donc les petits formats, je les mène souvent en parallèle avec les grands ou les moyens formats, mais ils ont parfois un côté exploratoire. Tu peins d'abord du coup le décor et ensuite... Ouais. En fait, il y a la construction d'un lieu et puis le titre, quand il y en a un. Là, il y en a un, c'est Post Penterli Quattrocento, qui est un titre un peu en anglais et en italien, alors que d'habitude, je donne plutôt des titres en français. Qu'est-ce qui s'est passé pour celui-là? En fait, c'est une expression, mais on va le regarder après, parce que je pense que ça sera bien. Oui, moi, dans l'idée, je viens pour voir des œuvres aussi. Hein, donc... Oui. On va le retourner tout de suite. Ouais, c'est aussi bien, mais je vais aller l'accrocher là-bas. Et en fait, Post Penterli Quattrocento, c'est une expression que j'ai empruntée à un auteur américain, qui était un poète, qui s'appelait John Ashbery, et qui a écrit sur la peinture, et notamment d'un peintre américain, qui s'appelait James Bishop.
Et au début des années 60, il avait une peinture abstraite en résonance avec, on va dire, une certaine atmosphère picturale italienne du Quattrocento, justement, le XVe siècle en français. Je trouve cette expression très belle. J'aime aussi beaucoup les tableaux de Bishop de cette époque. J'aime bien ce qu'il a fait après également, mais j'aime beaucoup. Je suis particulièrement sensible au tout début des années 60. C'est pour ça que j'ai repris ce titre, sachant pour ce tableau le paysage que l'on aperçoit ici, je l'ai peint à partir d'un paysage que l'on retrouve dans un tableau de Fra Angelico. Il y a beaucoup d'œuvres du passé qui m'intéressent. Oui. Mais c'est pas parce qu'elles sont du passé qu'elles m'intéressent. Elles m'intéressent parce qu'elles me paraissent très présentes, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que on dit parfois, et c'est vrai que quand on voit certaines œuvres, notamment issues du passé, on peut se dire parfois que le grand art est souvent anonyme, en fait. Il passe pas par la personnalité d'une personne particulière ou d'un nom propre. C'est quelque chose de plus dégagé de la condition individuelle. Enfin, moi, je mets encore mon nom sur les tableaux, donc. Oui. On va regarder celui-là. Là, ce qu'on regarde, ce sont des tableaux très récents, de 2023. Et pour celui-ci, je l'ai même travaillé au début de cette année 2024, en janvier. D'accord. Oui, très très récent. Ouais. Il y a l'idée d'un combat, et en fait il a un titre, il s'appelle Rix. Les deux figures, il y en a même trois, puisque là on aperçoit sur le côté la base d'une jambe. C'est inspiré d'un photogramme d'un film de Jean-Luc Godard qui s'appelle Weekend. J'ai revu en DVD l'an dernier. Et il y a une bagarre entre Mireille d'Arc, Jean-Yann et Jean-Pierre Léaud. Après, c'est pas une représentation, ces figures humaines, elles sont pas censées être dans l'illustration ou l'évocation de ce film. C'est juste un écho par rapport, à quelque chose qui a été vu. Plutôt un fond de falaise, inspiré de falaise, que j'ai vu en Normandie. Et avec ces espèces de lames, de gouttes là, qui viennent un peu tomber. On dirait que c'est comme ça, griffer la toile. Ouais, comme des zébrures comme ça, comme des griffures. Moi, ça pouvait m'évoquer aussi la manière dont l'eau s'écoule à la surface d'une vitre. Parfois, Oui, c'est vrai. quand la pluie tombe. Et du coup, en fait, il y a 4 personnages. Oui, plus l'artiste, ça en fait 5. Il fait cette main aussi, on dirait qu'elle a des griffes. Oui, en fait, oui. Ça me fait penser, il paraît qu'il y a un tableau de Matisse, on voit une odalisque, je crois. Il paraît que son entourage l'avait surnommé l'odalisque à la griffe, qui pouvait évoquer la radicalité plutôt de la manière dont les traits de pinceau étaient posés. Alors la voiture. Alors ça, la voiture, c'est un autre écho du film dont je te parlais tout à l'heure. Ah, c'est bien. Le week-end, parce qu'en fait, on voit que des bagnoles dans ce film. Parce qu'il y a un grand embouteillage à un moment donné. Et comme le film a été tourné en 67-68, c'est des voitures avec des carrosseries jaunes, vertes, bleues. C'est ultra pop. C'est visuellement très très beau, même si ça représente un carnage d'accidents. C'était l'époque. Il y avait encore énormément de morts sur les routes. Et alors, pourquoi c'est intéressant pour toi de travailler le grand format plutôt que le petit format en fonction du sujet? C'est parce que juste t'aimes bien, c'est... Oui, enfin ça s'est un petit peu installé au cours des années, ça. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, je travaillais sur des formats qui pouvaient être beaucoup plus variés. Et puis là, depuis quand même pas mal de temps, ça s'est stabilisé globalement sur des formats moyens comme ça. Ou alors sur... mes grands formats, c'est 2 mètres par 1 mètre 50. Et mes petits formats, c'est 55 par 46 cm. Et quand je veux faire des très grands formats, je les assemble en polyptyque. D'accord. On va en voir un, Oui. d'ailleurs. Parfait. Alors, pas un grand, mais un petit. Donc, une peinture en 2 panneaux. Pour la suite, dans les idées d'ailleurs, là on aperçoit vaguement une figure masculine là qui est inspirée également de la même image qu'on a vue précédemment.
pour dire aussi comment les figures circulent au tableau de l'autre. C'est plutôt une forme statuaire inspirée d'un bâtiment qui se trouve à Rouen, un bâtiment du XVIe siècle, et sur lequel il y avait un bas-relief. Je vais te montrer deux grands formats, puis des petits formats aussi, qui ont justement un peu travaillé à partir de ces figures sculptées. Ce que j'aime bien dans les formats aussi, c'est pour ça que tu me posais la question des formats, c'est que j'aime bien pouvoir les manipuler moi-même. Cette figure est à peu près similaire à celle-ci. Ouais. Ce qui rend du coup très très contemporain de la peinture, c'est ces deux fils bleus de chaque côté, comme si elle avait... Ouais. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est posé un peu sur elle, derrière elle. Ah oui, oui, absolument, mais c'est presque la peinture qui devient autonome à la surface, là. Elle n'est plus requise pour décrire une situation, elle est dans l'affirmation propre de sa couleur et de sa matière. J'ai toujours été intéressé, notamment dans la peinture du passé. Souvent, quand tu vois des tissus, et que ces tissus sont bien inscrits, sont bien marqués, je trouve que ça devient comme une peinture dans la peinture, comme un tableau dans le tableau. Après, c'est un regard d'aujourd'hui qui peut regarder les peintures du passé comme ça. Ça faisait pas forcément partie des intentions du peintre ou de la peintre, mais par contre, on voit toujours les œuvres au travers aussi de notre époque et puis aussi de notre bagage propre, culturel, artistique. Il s'appellerait Monet, là, cette eau un peu les mains placées, non? Ouais, tout à fait. Ouais. Ah ça, c'est le côté impressionniste. C'est la résurgence de l'impressionnisme. Ce qui est drôle, c'est que les paysages que j'ai représentés là sont inspirés de choses vues en Normandie. Donc la Normandie, c'est un grand territoire impressionniste. Tu parlais de nymphes, moi, elle me rappelait plutôt une certaine peinture, une ambiance presque un peu anglaise, gothique. Alors je pense à certains tableaux de Fuseli comme Kate la Folle, ou bien carrément, alors là on remonte un peu plus haut dans le temps, Lady Macbeth, des choses comme ça, quelque chose d'un peu Shakespeare. Elle est sauvage, celle-ci. Oui, pour le moins. Alors il y avait une petite version, mais je l'ai plus à l'atelier. Donc je peux pas faire mon petit effet. Ah là là, quel dommage. Le départ, c'est une photo que j'ai vue dans un journal. On voyait un champ de tournesol totalement desséché sous le soleil. Ça décrivait une situation dramatique qu'on connaît bien aujourd'hui, qui est les bouleversements climatiques. Mais au-delà de cette situation, il y avait dans l'image quelque chose d'assez impressionnant formellement, au travers de ces tournesols qui se dressaient comme ça dans le soleil, presque comme des sculptures, tu vois, enfin quelque chose de très très étrange, quoi. Elles se sont aussi statufiées. Elles se sont statufiées, là oui, et puis en plus dans une forme de dessèchement comme ça. Ça a été l'impulsion. Je me suis dit, je vais essayer peut-être de faire quelque chose à partir de ça, en peinture. Alors, en essayant de restituer toujours en peinture finalement l'impression première, mais l'impression première, elle se dilue très très vite dans le travail, et puis à l'arrivée, tu n'as pas forcément, tu l'as un peu perdu ton impression première. Mais c'est comme ça aussi que la peinture, le tableau, il s'autonomise. J'avais envisagé au départ quelque chose, ces grandes figures, appelons-les des tournesols, puisque c'est ça au départ, ces deux grandes figures, elles étaient plus dégagées. Voilà, la vue était plus dégagée, c'était une forme de confusion, de saturation, qui est venue petit à petit s'installer à la surface. D'ailleurs, il a un titre, celui-là, il s'appelle Botanique. Ah voilà. Très, très scientifique, du coup. Oui, je travaille beaucoup à partir de photos. Ouais. Après, c'est vrai que ces photos, elles sont une source. Et c'est vrai que quand je me mets à travailler sur la toile, la matière souvent picturale, elle prend le dessus. La source iconographique, elle est là, mais à partir d'un certain moment, elle est plus forcément tellement concernée par ce qui se passe sur la toile. J'ai un regard flottant, on va dire, sur ces documents. Vous aurez sans doute remarqué que la peinture de Marc Desgrandchamps teste notre attention et notre concentration. Il y a toujours un détail pour vérifier que le regardeur est attentif. Avez-vous remarqué ces lignes blanches qui apparaissent aléatoirement sur les toiles ? L'artiste les fait apparaître de manière tout à fait spontanée.
Alors c'est comme tu dis, ça vient casser, ça vient un peu briser, ça vient un peu Du verre brisé. ouais, ça vient un peu fracturer la continuité de la surface. Ça peut induire l'idée d'une forme de discontinuité, de plusieurs mondes au lieu d'un seul, ou d'un monde fêlé. Voilà. Et puis aussi de différentes temporalités, différents espaces. Et puis j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire aussi. Si voilà, ça me revient. Exercice difficile. Oui. Parole. C'est que un peu, ça paraît des fois être un peu comme de l'électricité aussi, Oui, comme de l'électricité j'ai statique. Ça vient un peu redonner parfois de l'énergie à la surface aussi. À présent, je vous propose de nous replonger dans un passé pas très lointain pour voir des œuvres plus anciennes de l'artiste. C'est quoi ces boulots là? Ça, c'est des tableaux très anciens, ça. C'est des tableaux des années 80 que j'ai enlevés de leur châssis, que j'ai roulés, que j'ai jamais revus. Pour la plupart, je ne les ai pas revus depuis l'époque où je les ai roulés. Et on voit également au premier plan des pastels, des espèces de craies grasses pastellaires sur papier, qui sont roulés également. Exemple, un tableau de 1989 ou 90, donc assez ancien, des figures fumeuses. Cigarette, un peu androgyne. Oui, bah oui, concrètement, c'est les vêtements peut-être qui... Bah, les vêtements, ça pourrait être du péplum antique. Hein. La cigarette, elle situe Oui, un peu alors, par contre, oui, dans elle l'auteur. trahit... Ah bah oui. Après, ça pourrait être un tableau antique et devant quelqu'un en train de regarder le tableau avec une cigarette, tu vois. Ah oui, ah oui. On peut pas vraiment savoir où Pas mal. s'arrête le premier, l'arrière-plan. Tout à fait, très bonne interprétation. C'est juste là, il y a une sorte de cadre un peu. Et moi, ce que j'aime bien dans ces figures qui sont pas des silhouettes comme tu fais maintenant, qui sont encore très figuratives de ces époques-là, c'est qu'on dirait des arbres elles-mêmes. Souvent, tu mets des arbres. Ouais, tout à fait. Vraiment, elles sont très, enfin, j'ai un gigantisme. Les figures paraissent presque plus grandes que le cadre. Pour voir 2-3 tableaux plus anciens, je vais aller dans cette pile assez différente là. C'est une matière très sèche. Il n'y a aucune dilution. Il y a même des empâtements. C'est un motif qui m'a beaucoup intéressé. Petit format, tu vois, pour voir un peu. Ce qui est d'ailleurs assez singulier, c'est que cette figure là, par exemple, je pense pas du tout avoir voulu représenter une figure éborgnée. Mais alors avec l'orange là, ça donne cette impression. L'aspect d'avoir des surfaces hétérogènes. C'est-à-dire tu allais avoir une surface un peu lissée, et puis tu allais avoir une autre qui est beaucoup plus grumeleuse, beaucoup plus empâtée, moins maigre. Tant le jaune là, à la base là voilà, dont on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là, ou sinon réaffirmer la planéité, peut-être. Un peu hiératique aussi, la manière dont les figures, notamment la figure centrale, elle est un peu figée comme ça. Pour montrer une peinture un peu fluide comme ça, c'est une peinture des années 2000 avec ces espèces de ruissellement, écoulement à la surface. C'était assez caractéristique à un moment donné de mes tableaux. On peut avoir l'impression d'un magma de taches colorées, mais en fait, si on maintient un peu le regard au bout d'un moment, on aperçoit là une femme en maillot de bain allongée, donc une baigneuse, on va dire, sur la plage, des restes de rochers, de pierres, mais de pierres qui sont des artefacts en fait, qui sont de l'activité humaine, qui sont en fait inspirés d'un site antique que j'avais vu cet été-là en 2003, parce que c'est un tableau qui est vraiment peint à partir de choses vues cette année-là.
ces coulures, c'était la conséquence assumée de la matière. La matière étant extrêmement fluide. Bah, tu cherchais pas à la contrôler à 100% d'une manière maniaque. Tu l'as laissé elle aussi s'exprimer. Exactement. Laisser vivre, on va dire. D'ailleurs, c'était la trace, c'était vraiment une histoire de trace aussi, puisqu'on est quand même dans des questions de trace, tu vois. La trace du passé qui s'incorpore au présent. En même temps, est-ce que le présent a conscience de ce passé? Non, pas forcément, mais néanmoins il est là. Et la coulure, elle est la trace quand même d'une matière qui a été vivante à un moment donné, qui a vécu. C'est-à-dire que ça s'est quand même écoulé, puis ça s'est à un moment donné figé. Là, c'est particulièrement avec le bleu, là, la bleue, tu vois. Mais il y avait un phénomène aléatoire aussi, parce que évidemment, je cherchais pas du tout à contrôler ça. Ça, c'est un tableau de 1994 qui n'a jamais été montré, il est toujours resté dans l'atelier. Alors, c'est un tableau qui a eu des avatars un peu bizarres à un moment donné. Je l'ai roulé parce que je sais plus pourquoi, enfin, il y avait un problème. Et puis, je l'ai retendu. Et puis, un jour, il y a 3-4 ans, comme je l'avais retendu et que la toile, elle a tendance des fois à se rétracter, donc il y avait un bord qui apparaissait en réserve. Donc, j'ai fait une petite restauration, voilà, en repeignant un peu sur les bords, histoire d'avoir toute la surface picturale visible peinte. Mais moi j'aime bien des fois les trucs un peu décatis aussi, hein. Donc moi sur un tableau qui soit un peu abîmé, des fois ça me catastrophe pas plus que ça. C'est un peu comme si déjà à la base quand tu les fractures, quand tu les... c'est comme si tu les abîmais déjà un petit peu toi-même. Oui, c'est vrai. Une fois que j'ai eu fait ça, je regardais, je laissais sécher aussi. Et puis le regardant tous les jours, ça c'est assez drôle, j'ai vu soudainement quelque chose qui m'a déplu. Alors que je l'avais peint, je te dis, en 94, mais ça c'est le regard aussi, je passe tous les jours devant, voilà. J'ai vu un détail qui m'a déplu et j'ai fait une chose que je fais très rarement, c'est que j'ai repris un peu le tableau parce que ce détail était tellement insupportable. C'était une espèce de cryptomorphe qui m'agaçait énormément. Eh ben non. C'est pas ça. Non, parce que toi ça t'agace cet arbre-là. Oui. Ah bon. Parce que ça rompt la dynamique de la forêt. Oui. C'est ça aussi qui est intéressant quand ça gêne un peu. Ben c'est ça qui me plaît moi justement, c'est que ça vient un peu casser justement. Il y a cette espèce d'élément vert comme ça effectivement dans cette tonalité plutôt rougeâtre. Non, il est là le détail qui me déplaisait. Ah oui, et d'ailleurs, en fait, j'ai repris en blanc, c'est-à-dire que j'ai essayé de l'anéantir, ce détail, avec cette espèce de signe blanc. Mais du coup, pourquoi Marc a voulu reprendre ce tableau? Alors, c'est vrai qu'après, la plupart des tableaux, je les note dans des cahiers. Ce tableau-là qu'on regardait, que tu viens de filmer, il a été peint en juillet et août 94. Et en fait, il marquait que j'avais retouché les bords le 2 décembre 2021 et retouché le 3 mars 2022 pour ce que j'appelle recouvrir un œil, parce que je devais percevoir quelque chose qui me rappelait l'illusion ou la forme d'un œil. C'est un peu l'époque glauque dans le sens premier du terme de la couleur. C'est un vert, une espèce de vert proche d'une forme de vert maritime. Ça a été quand même très marqué dans les années 90 par ce retour de guerre en Europe, finalement auquel on s'habitue de plus en plus, puisque maintenant on a ce qui se passe en Ukraine. Ce qui arrive, oui, c'est ce qui survient, c'est ce qui agit. Au milieu du tableau, on a cette espèce de petite coccinelle là qui était en fait inspirée de Marianne, ma fille, qui à l'époque était toute petite et qui fait du vélo sur une route dans la campagne. J'avais peint quelques-uns comme ça à l'époque, qui est peint un peu dans l'écho de ce qui arrivait à ce moment-là. Un des premiers, c'était celui qui était montré à Dijon l'été dernier, le diptyque des effigies. Alors là, c'est 4 ans après. C'est toujours pareil, c'est dans l'idée d'une forme de bégaiement de l'histoire, du fait qu'on ne goûte jamais rien de pur. C'est-à-dire que en même temps que tu es dans une belle journée, finalement assez agréable, un peu hédoniste, presque tu te retrouves à penser aussi à ce qui est en toile de fond du monde dans lequel tu es. C'est ça. C'est pas vraiment mon budget dans mon porte-monnaie, mais...
Les grands châssis, j'arrive à les monter ici. Ça, c'est de la toile en attente d'être travaillée. Ça, c'est du plastique pour emballer les tableaux. Ça, c'est encore des toiles roulées. Ça, c'est un meuble à dessin et à gravure. Voilà. Dans lequel j'ai quelques estampes. Et puis, alors là, tu as beaucoup de peinture roulée. C'est là qu'il faudrait qu'un jour je m'attelle à faire un tri. C'est beaucoup de tableaux des années 80, comme ma jeunesse. Bon, c'est un peu, voilà, c'est rangé un peu de manière aléatoire là aussi. Voilà, ça c'est. Tu montres pas beaucoup tes nus. Ouais, ça c'est un tableau de 87. C'est très beau. C'est sujet mythologique. Apparemment c'est Adam et Ève, ça, parce qu'elle a une pomme. On regardait tout à l'heure. Ah bah oui, il y a un autre. On reprend un peu, voilà, ce motif. J'ai un tableau avec deux. Voilà. C'est un tableau de yoga. Tout à fait, c'est un tableau de. Et avec des tongs, elles sont pas tout à fait nues. C'est vrai, c'est vrai. Des tongs. Bah, on dira que ce sont des naturistes. Donc ça c'est bureau, ordinateur, et puis là, bon ça c'est un peu le coin entre guillemets intime, c'est le coin où je bouquine. Enfin t'as la bibliothèque, c'est bibliothèque histoire de l'art essentiellement, avec ouvrages monographiques et puis ouvrages plus généraux, d'esthétique ou d'histoire. Ouais. L'esthétique, tout ça, ils sont pas ordre alphabétique d'auteur. Là, il y en a quelques-uns aussi. Et puis là, je stocke par contre mes catalogues à moi, tout ça. Enfin, tous les ouvrages parus me concernant. Voilà, là aussi. Alors là, c'est plutôt les trucs personnels. Ça, c'est les trucs collectifs. Ça, c'est les dessins que je fais quand je suis au téléphone. Ah, d'accord. J'ai toujours été, voilà, une espèce de truc un peu grotesque. C'est bientôt la fin de cette vidéo, mais avant de vous laisser partir, j'aimerais vous annoncer les prochaines actualités du peintre. Un solo show chez Manifesta du 15 mai au 19 juillet à Lyon, une exposition rattachée au festival Normandie Impressionniste 2024 au Centre d'Art La Galerie du Champ, intitulée « Les paysages demandent aussi un temps de repos » du 25 mai au 22 septembre à Yvetot. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire à l'artiste ou à moi-même, et j'espère à très vite pour d'autres ateliers d'artistes.